Je réponds à la question, aux questions qui ont été soulevées, en commençant par celle de Jean-René Marsac. Comment dépasser Dayton? Comme le disait Pierre Lellouche, Dayton était... Pardon. Je vous rappelle, mes chers collègues, que nous avons 2 rapports à examiner. Donc, je vous demande d'éviter les apartés. Dayton est ce qui a permis de mettre fin à la guerre. Mais Dayton n'a pas construit l'avenir, du tout. Dayton est une forme de glacis sur un pays qui était déjà une mosaïque auparavant et qui l'est devenu encore davantage par des mouvements de population entretenus en particulier par la guerre. Et aujourd'hui, je pense que la capacité de dépasser Dayton dépend d'une volonté européenne, en l'occurrence de l'Union européenne. L'on peut s'interroger, et ça a été le cas pour nous lors de notre présence en Bosnie, sur la finalité à terme de la présence d'un haut représentant de la communauté internationale. C'est le cas aujourd'hui, dans le cadre des pouvoirs dits de Bonn. Est-ce encore utile à terme, ou ne faut-il pas que l'Union européenne, parce que c'est sa vocation, essaie de s'emparer de ce sujet en lien avec l'ensemble du monde de la Bosnie-Herzégovine, monde national, Republika Srpska, fédération bosno-croate, pour essayer d'imaginer ce que peut être l'avenir. Jean-Claude et moi connaissons bien un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui s'appelle Sejic et Finci, qui a condamné la Bosnie par le fait que 2 ressortissants bosniens, pour l'un juif, pour l'autre rom, étaient empêchés de se présenter à l'élection de la présidence collégiale du pays parce qu'aucun d'entre eux ne se reconnaissait dans les 3 entités constitutives de la Bosnie. On a là clairement le symbole du blocage. Il faut que l'on en sorte, et je pense que le rôle de l'Union européenne à ce titre est important. Jean-Claude a mentionné notre déplacement à Mostar. Ce moment à Mostar était le résumé finalement de nos 3-4 mois de travail. Nous sommes allés dans une ville où il n'y a plus ni maire ni conseil municipal depuis des années. La dernière élection municipale à Mostar date de 2008. C'est une ville sous perfusion de la communauté internationale et de la diaspora, en l'occurrence croate. Il n'y a rien. Le jour où tout ça s'arrête, la ville est en chute libre. 120 000 habitants, Mostar, c'est pas rien quand même. Le symbole, y compris un pont qu'on a vu souvent, détruit pendant la guerre, reconstruit depuis, qui était le symbole du passage d'une rive à l'autre. Lorsqu'on regarde les photos de Mostar, vous avez les minarets, les clochers. Vous avez le meilleur et aujourd'hui, malheureusement, le pire. Et c'est le rôle de l'Europe que de s'engager sur cette situation. Nous l'avons dit, Jean-Claude et moi, aux représentants de l'Assemblée croate que nous avons rencontrée à Mostar, dont la conclusion était de dire finalement ça marche pas si mal sans élection. En disant, mais si c'est ça le chemin de l'Union européenne, et nous l'avons rappelé, c'est le titre d'ailleurs d'un article écrit par notre ambassadrice de France en Bosnie, le chemin de l'Europe pour la Bosnie passe par Mostar. Et nous souhaiterions imaginer une médiation de la part d'une autorité européenne, peut-être un ancien maire, peut-être le secrétaire général du Conseil de l'Europe, pour essayer de trouver une solution à Mostar, parce que derrière Mostar, c'est l'existence même de la Bosnie-Herzégovine qui est posée au moment même où l'on entend, notamment chez nos amis croates, l'idée d'une 3e entité à rajouter à côté de la Republika Srpska et de ce qui est aujourd'hui la Fédération croato-musulmane. Sur les interrogations de Pierre Lellouche, je crois que Jean-Claude et moi en partageons beaucoup, à la fois le fait que la Slovénie et la Croatie s'en sont clairement sortis. La Slovénie beaucoup et tôt, puisque depuis 2004 elle est dans l'Union européenne, la Croatie un peu plus récemment et pas vraiment les autres, en effet. Nous sommes d'accord également sur le regret qu'au départ de nos soldats qui ont assumé un rôle fondamental. Et ce que vous disiez, Pierre Lellouche, de notre présence de soldats sur la piste de l'aéroport de Sarajevo est le plus emblématique de ce que nous avons accompli, y compris dans la peine et la douleur pour sauver ce pays, fait que nous sommes arrivés au départ de nos soldats à plus rien du tout. On est passé de beaucoup à rien. Et pendant ce temps-là, beaucoup de nos États partenaires et cependant concurrents dans le domaine économique et commercial prenaient pied dans les pays, savaient regarder de manière prospective et très concrète l'avenir de ces pays, en dépit des pannes d'état de droit, et notamment d'une justice commerciale défaillante, s'installant, les Autrichiens, les Allemands, les Italiens dans la partie proche de l'Adriatique, et récemment aussi les Turcs d'ailleurs, dont on a parlé. Mais lorsque l'on dit après, ces pays
n'iront pas dans l'Union européenne, n'ont pas vocation à aller dans l'Union européenne, parce que il y a 10 000 raisons pour cela, notamment la Constitution de la République française. Qu'est-ce qu'on leur donne en retour? Moi, je pense qu'il est impossible de dire à ces pays, et encore plus à la jeunesse de ces pays aujourd'hui, vous n'avez pas vocation à l'Union européenne, parce que ce sont des peuples européens, ce sont des jeunesses européennes qui sont au contact de notre vie aujourd'hui, par le simple fait que nous passons, qu'ils nous regardent, qu'ils voyagent aussi, pour un certain nombre d'entre eux. Et si l'horizon pour chacun de ces pays est de dire l'Europe, c'est pas pour vous, ça va vouloir dire pour ces pays que le salut est ailleurs. Et moi, je préfère imaginer que le salut de ces pays est avec nous plutôt qu'avec la Russie ou la Turquie. Et c'est aussi des choses à dire. Jacques Miard parlait d'eurobéatitude. Finalement, une part de ce que je viens de dire en réponse à Pierre Lelouch répond à la question de Jacques. François Long parlait de la géographie qui fait l'histoire. Oui, à l'évidence, cette carte nous le montre. À la présidente qui nous interrogeait sur le trafic d'organes, il faut savoir qu'ils ont été et restent lourdement combattus. Et notre rapport en parle. Je voudrais conclure avec peut-être un mot dont on a très allusivement parlé, qui est le devoir de mémoire. Nous sommes dans le centenaire de la Première Guerre mondiale. Il y a un front oublié, duquel on parle un peu moins, qui est le front d'Orient. Ces pays, pour la partie sud d'entre eux, étaient les pays du front d'Orient. Comme député des Français vivant dans les Balkans, je me suis fait un devoir pendant ces 5 ans de passer dans tous les cimetières du front d'Orient et d'y déposer une gerbe à la mémoire de nos soldats, qui sont là-bas parfois depuis 100 ans et plus. Et il y a 2 endroits qui m'ont profondément marqué et je voulais les citer en conclusion. Le tout premier, c'est le cimetière de Bitola, dans le sud de la Macédoine, où se trouvent plus de soldats enterrés ou dans l'ossuaire qu'il n'y a de dépouilles dans le cimetière américain de Colville-sur-Mer. Près de 7000 soldats français sont enterrés là-bas, avec des noms qui rappellent ce qu'était la France du début du XXe siècle. Et des âges qui nous interpellent, 20-25 ans, des jeunesses fauchées, des prénoms qui évoquent ce qu'était la France de ce siècle. Puis le deuxième endroit qui m'a beaucoup bouleversé, c'est la ville de Korça, dans le sud de l'Albanie, à proximité de la frontière grecque, pas très loin finalement de Bitola aussi, où durant quelques années, à la fin de la Première Guerre mondiale, existait une république autonome de Korça mise en place par la France. Nous célébrons les 100 ans de la République de Korça, puisque ça a démarré en 1916. Je suis allé à Korça, j'ai rencontré beaucoup d'enfants qui étudient dans une filière bilingue dont je parlais un peu plus tôt dans le rapport, qui est elle-même finalement une survivance de ce qu'a été le lycée français de Korça pendant plus de 15 ans, et qui nous montre que la France est attendue. C'est bouleversant de rencontrer des enfants, des adolescents de 15-16 ans, qui n'ont jamais été en France, et qui parlent français sans accent. Ça aussi, c'est la France. Et j'ai déposé une gerbe dans le cimetière de Korça où reposent 700 soldats français. Et puis enfin, puisque je crois François ou André Santini parlaient de Napoléon, un dernier exemple, il y a à la frontière du Monténégro et de la Croatie, dans une petite ville qui s'appelle Herceg Novi, un tout petit monument français construit par les poilus, au tout début de l'année 1919, où le 11 novembre dernier, j'ai déposé aussi une gerbe. Nous sommes à 50 mètres de la Croatie, qui est juste à côté. Ce petit monument a été érigé par nos poilus à la mémoire des soldats de l'armée napoléonienne qui s'étaient battus sur la colline en 1806. Ça montre le lien entre les batailles, de l'histoire à l'histoire, et finalement de la présence française, du courage français dans cette région dans laquelle il est important que notre pays non seulement soit présent, mais reprenne davantage pied. Et là est la conclusion du rapport qu'avec Jean-Claude, nous avons voulu porter devant vous. Merci mes chers collègues pour ce vrai travail de fond. Et puis, je voudrais vous poser la question, la commission est-elle d'avis d'autoriser la publication de ce rapport? Ceux qui sont d'avis, lèvent la main. Je vous remercie, c'est à l'unanimité. Merci encore. Bravo.
Alors,